Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. Cette semaine, votre ami Ben Yahyassi vous revient dans sa chronique hebdomadaire. Le sujet de notre chronique d'aujourd'hui portera sur la Première Guerre mondiale, dont le centenaire a été fêté le 1er juillet dernier. Il faut comprendre que cette Première Guerre mondiale résulte des 2 décennies qui l'ont précédée, avec des tensions palpables à l'est comme à l'ouest de l'Europe. Les 2 décennies donc qui ont précédé la guerre mondiale connaissent de réelles ruptures au sein de l'équilibre européen, tant à l'est qu'à l'ouest. À l'ouest de l'Europe, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne connaissent d'importantes rivalités coloniales et économiques. En effet, à partir de 1891, l'empereur d'Allemagne Guillaume II engage une politique visant à renforcer la puissance allemande sur le plan international, ce qui s'appelait à l'époque du Weltpolitik. Cette Weltpolitik se traduit d'une part par une course aux armements navals avec l'Angleterre dès 1897, d'autre part par des provocations au Maroc alors convoité par la France. Au sud-est de l'Europe, c'est l'essor du nationalisme qui fragilise les empires multinationaux, et notamment l'Empire ottoman, ce qui en fait une cible idéale pour les projets des chancelleries européennes, l'Autriche-Hongrie qui annexe formellement la Bosnie en 1908, l'Italie qui se lance dans la conquête de la Libye en 1911, et les jeunes États balkaniques que sont la Grèce, la Bulgarie, la Serbie et le Monténégro qui se partagent la région de 1912 à 1913. Dès lors, poussé par un nationalisme mordant et soutenu par la Russie, la Serbie se renforce, n'en déplaise à l'Autriche-Hongrie qui perçoit cet essor comme une menace envers son intégrité. Il faut aussi comprendre que des alliances se forment. La triple alliance, ou triplice, et la triple entente. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont alliés depuis 1879.
l'alliance adverse de la France et de la Russie est signée en 1892. La France et le Royaume-Uni parviennent à l'entente cordiale en 1904, malgré leur rivalité coloniale. Dès lors, il semble inévitable qu'un conflit au sein de l'une de ces grandes puissances entraînera une guerre totale. De plus, ces alliances portent la double casquette. Elles sont conçues dans un but dissuasif. Elles renforcent le doute d'une menace croissante. En effet, les budgets militaires des grandes puissances augmentent de près de 50% entre 1908 et 1913. En Europe, chaque pays, ou presque, est sur le qui-vive. L'Italie fait partie de la triplice, avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cependant, elle n'entrera pas en guerre à leur côté. L'attentat de Sarajevo mène à la guerre générale. Donc le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand et son épouse sont assassinés à Sarajevo par Gavrilo Princip, soutenu par une société secrète nationaliste serbe appelée la Main Noire. Cet assassinat sera une aubaine pour les dirigeants autrichiens qui voient en cela l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec la menace serbe. Soutenue par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie adresse donc un ultimatum à la Serbie le 23 juillet. Le refus serbe conduit à la mobilisation autrichienne, puis à la déclaration de guerre à la Serbie le 28 juillet de la même année. La Russie lance la mobilisation générale pour soutenir la Serbie, entraînant la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie le 1er août et l'invasion de la Belgique le 2 août. Les alliances sont telles que le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. C'est ainsi que l'engrenage des alliances a des raisons pacifiques. La guerre est malheureusement aux portes des frontières. En France, par exemple, les soldats mobilisés pensent que la guerre sera de courte durée. Il ne paraît pas fou d'entendre un poilu murmurer à sa femme avant le départ: « Je reviendrai après les vendanges ». La Première Guerre mondiale commence le 3 août 1914 et s'achèvera 4 ans plus tard, le 11 novembre 1918. Et l'Afrique dans la guerre. Pour étayer notre analyse, nous nous sommes appuyés sur le livre de Marc Michel intitulé Les Africains dans la Grande Guerre, l'appel à l'Afrique 1914-1918 aux éditions Paris Cartala. Ce qu'il faudrait savoir, c'est au cours de la Grande Guerre, comme on l'appelle familièrement, les troupes indigènes, donc africaines venues du Maghreb, de Madagascar, d'Indochine et d'autres colonies, sont appelées à défendre les métropoles. Les tirailleurs sénégalais représentaient le deuxième contingent indigène, en nombre soit environ 15% des effectifs total français lors du premier conflit mondial, ce qui représente environ 200 000 soldats venus d'Afrique de l'Ouest. Les tirailleurs sénégalais, donc de cette Afrique de l'Ouest qui s'appelait à l'époque l'Afrique occidentale française, ont joué en France et en Allemagne un rôle important sur l'imaginaire national. Ils sont devenus le symbole par excellence des troupes d'outre-mer qui se sont battues pour la France.
Ils sont les premiers représentants des colonies d'Afrique noire à fouler massivement le sol de la métropole. À la veille de la Première Guerre mondiale, la France a très vite vu dans les colonies un moyen de contrebalancer l'avantage démographique de l'Allemagne regroupant 70 millions d'habitants, soit près du double de la population française de métropole de 48. Dès 1910, le colonel Charles Mangin, auteur de la Force noire, allait jusqu'à parler de 100 millions de Français fortement établis sur les deux rives de la Méditerranée pour contrebalancer le désavantage démographique. Dans son ouvrage, le futur général Mangin explique que les troupes indigènes d'Afrique peuvent faire de très bons combattants modernes. Reprenant une pratique française datant du milieu du XVIIe siècle, visant à enrôler des marins noirs appelés laptaux. Donc, dès le début du siècle, donc du XXe siècle, l'emploi de troupes indigènes n'a pas été sans résistance, tant de la part des militaires métropolitains que des milieux économiques connus. Les impératifs du conflit qui se déclenchera quelques années après la rédaction de cet ouvrage verra l'emploi massif de troupes indigènes malgré toutes les réticences. Comment se faisait ce recrutement? Parmi les troupes indigènes, on retrouve des troupes originaires du Maghreb, d'Indochine et d'Afrique occidentale française. Parmi toutes ces unités, les tirailleurs sénégalais ont particulièrement marqué les esprits. Reconnaissables à leur uniforme bleu et au bord de la chéchia, ces troupes ont bénéficié de réputations de soldats ayant des prédispositions naturelles au combat. Les troupes noires ne nous donneront pas seulement le nombre, elles sont composées de soldats de métier habitués à toutes les privations et à tous les dangers ayant vu le feu et telle qu'aucune puissance n'en possède en Europe. Elles ont précisément les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne. La rusticité, l'endurance, la ténacité, l'instinct du combat, l'absence de la névrosité et une incomparable puissance choc. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet moral considérable, écrira le général Charles Mangin. Cet extrait a été écrit par un homme qui a ardemment milité pour l'emploi des troupes coloniales, notamment de l'Afrique occidentale française. Il faudrait savoir qu'à l'époque, l'Afrique occidentale française représentait un vaste territoire regroupant beaucoup d'ethnies, dont l'ensemble des troupes recrutées le furent dans les unités nommées bataillons de tirailleurs sénégalais ou BDS, d'où se qualifie. Malgré cette domination commune à l'ensemble de l'AOF, certaines populations jugées guerrières suite à des stéréotypes coloniaux avaient la préférence de ces recruteurs. Les ethnies de savane étaient considérées comme plus guerrières que les populations des zones forestières et côtières et que les principaux bassins de recrutement furent en pays Bambara et Moussi ainsi que l'Alchimie. Avant que ne débute la Grande Guerre, les BTS, bataillons de tirailleurs sénégalais, étaient relativement limités en nombre. Très souvent, les enrôlés étaient d'anciens esclaves qui voyaient là le moyen de se faire affranchir et dans certains cas, le moyen de garder leur statut de guerrier. Dès 1912, le nombre de BTS augmenta en vue de la constitution d'une réserve stratégique
1903, seuls quelques cas